Je suis né à Lyon, mon milieu familial, alors en 65. J'ai fait le début de mes études, je suis resté à Lyon jusqu'à 20 ans à peu près, où j'ai fait collège normal. Je suis allé au lycée technique, où j'ai fait mécanique, puis bâtiment. Ensuite, je suis parti à Dijon pour faire l'école des beaux-arts. De Dijon, je suis parti à Paris pour faire l'école d'architecture. De Paris, je suis allé à Épinal faire l'école du bois. Alors le bois, bien avant, je pense que ça, je dois le tenir de mon grand-père, que j'ai toujours vu dans son jardin bricoler, fabriquer des meubles avec des morceaux de bois de récupération, pas du neuf. Et j'ai toujours pensé que c'était normal que quelqu'un de normalement constitué ne devait pas acheter des meubles mais les fabriquer. Donc j'ai toujours eu ça dans l'esprit. Et du coup, ben, le bois, c'est un matériau qui, comme ça, m'a toujours plu. Et quand j'étais étudiant en archi, par contre, ça me manquait. Les projets se faisaient plutôt en parpaing, en béton, et on ne parlait pas beaucoup du bois. Du métal aussi, mais pas du bois. Et donc, pendant que j'étais à l'école d'archi, moi, je me débrouillais toujours pour faire mes projets en bois, même si ce n'était pas du tout le sujet. Et du coup, ben, j'ai approfondi un petit peu déjà la question. Et comme il manquait ce cours sur le bois, j'ai eu l'intention rapidement de faire ça dans l'école. Et donc c'est là que je suis allé à Épinal pour être vraiment spécialisé, pour pouvoir prétendre à faire un cours que d'autres n'auraient pas pu faire. Voilà. Bah, la sculpture aussi, ça fait un peu longtemps que c'est en moi, sans que je l'ai forcément beaucoup développé, mais le dessin et la sculpture, c'est quelque chose qui, au lycée, au collège, je dessinais tout le temps sur mes cahiers, je fabriquais des choses en volume, même pour jouer, je fabriquais beaucoup de choses. Et la sculpture, bah, quand j'étais aux Beaux-Arts, pour moi c'était très clair que c'était pas en 2D, mais c'était forcément en 3D, le moyen d'expression. Donc tout ça se mélange, il y a le bois d'un côté, la sculpture de l'autre, et je pense que ça a toujours fait qu'un, finalement. Quand je fais un projet d'archi, on me dit oh, tu dois être un peu sculpteur, et quand je suis archi. Donc forcément, il doit y avoir des choses. Moi, j'ai pas du tout calculé tout ça. Effectivement, cette forme de totem, de choses bien droites, on pourrait dire que ça vient d'une déformation professionnelle de l'architecte. Et en même temps, c'était là bien avant que je décide de faire archi. Donc, à l'école des beaux-arts, par exemple, j'étais toujours sur des lignes, ou au moins sur des contradictions entre des phénomènes naturels dans la matière et, et des lignes apportées, comme là, apportées par l'homme, mais qui viennent contredire et enrichir en même temps. Donc effectivement, je ne peux pas dire le contraire, ça peut faire penser à des bâtiments parfois, les sculptures droites et tout ça, ou à des maquettes de bâtiments, mais ce n'est pas du tout une volonté, et quand je fais des bâtiments, ils sont tout aussi... Voilà. Donc le rapport entre les deux, je ne sais pas très bien où il commence, et je pense que c'est deux choses qui sont inscrites en moi et puis qui ne me quitteront pas. En regardant des pièces, ou même en les croisant juste une fois, je me dis tiens, il pourrait se passer quelque chose. Donc le bois m'inspire beaucoup, la pierre aussi, c'est un peu plus difficile à travailler, mais j'ai fait quelques sculptures en pierre. Le bois m'intéresse beaucoup parce qu'il il a ce côté irrégulier, malléable. Prendre une fissure, ou même des cernes, enfin, des gerges, je veux dire, pardon, qui vont donner un dessin, proposer des formes, et puis mettre ça en opposition avec des lignes droites ou même juste des arêtes, comme ici. Et les lignes droites, donc là on ne voit pas encore, mais sur celle de Montméran par exemple on le voit, et sur des souches, sur des totems qu'on pourra voir ensuite.
il y a cette idée de, de mettre en opposition donc une fissure qui a sa forme naturelle, une ligne droite, et elles peuvent s'enrichir. Peut-être de l'extérieur des gens qui vont penser que ça se ressemble beaucoup, et finalement c'est vrai aussi que pour beaucoup d'artistes, ils vont avoir des périodes en tout cas où on va trouver beaucoup de rapports entre ce qu'ils produisent. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui fait une œuvre, le fait qu'il y ait une évolution, mais tout en restant peut-être un peu fidèle à des principes, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pas calculé, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils peuvent tous s'appeler totem dans le sens où ils ont une grande, ils sont tous basés sur la verticalité. Certains sont même très élancés, comme celui qui est là-bas. Le point commun, c'est cette verticalité. Alors, ça peut-être encore une fois un rapport avec l'architecture. Alors qu'en architecture, j'ai plutôt tendance à construire plat parce que j'aime pas les grandes tours, par exemple. Donc, c'est pas mon sujet. Mais là, en sculpture, c'est plus la verticalité. Peut-être aussi parce que l'arbre est droit et que ça me donne envie de continuer dans le même principe. Je ne suis pas du tout dérangé par le côté inutile d'une œuvre. Donc le totem, dans le sens où moi je l'entends, je ne parle pas du totem historique, le totem qui a comme signification juste sa forme, je ne viens pas rajouter du sens. Ce totem-là, il vit par lui-même, ça me plaît. Puis à un moment donné, fallait bien trouver un nom. Donc ce nom dont vous avez parlé l'autre jour, totem, cambium, cambium, donc le jeu de mots avec cambium. Le cambium, c'est une couche là qui est ici entre le libère et l'aubier, donc entre l'écorce, si on veut, si on englobe les deux couches, si tout ça c'était l'écorce. Le cambium, il est là, et ça a donné mon nom, totem cambium, parce que cette couche-là, c'est la couche la plus intéressante. Peut-être on voit mieux là, si j'arrache, mais non, on ne pourra pas. Enfin bon, ce cambium, donc, il produit toutes les cellules, et ça me paraissait intéressant de parler de cette couche-là. On n'en parle jamais. Peu de gens connaissent comment ça pousse vraiment, l'arbre. Et quand on voit que c'est une petite feuille à cigarette qui produit toutes les cellules, vers l'extérieur et vers l'intérieur, j'aime bien ce mot cambium finalement. Voilà. Donc totem, cambium même, ils vont ensemble. Donc l'arbre, je le perçois, oui, un petit peu. Enfin, pour moi, c'est déjà une œuvre d'art de la nature. Quand on voit qu'il résiste au vent et tout ça, de ce côté-là, c'est un peu une prouesse technique aussi. Après, ça m'arrive, pour des arbres bien particuliers, de les imaginer assez rapidement en sculpture parce qu'ils sont une grosse source d'inspiration très rapidement. Ça peut arriver. Sinon, j'ai pas une obsession de transformer tous les arbres en sculpture. Donc je peux apprécier l'arbre tel qu'il est et en manger ses fruits. Par exemple, sur ce cerisier, c'était le cas. Voilà, il y a deux possibilités. Déjà, deux grandes familles. C'est soit une commande comme pour Valence ou Montméran, où je sais qu'il y a un objectif. Soit c'est comme là-bas, ou les autres, où j'ai une source, c'est le bois, et qui peut m'inspirer tout de suite ou un peu moins rapidement une forme ou des formes. Alors dans le cas de la commande, là on fait une proposition à l'avance avant d'aboutir cette commande. Donc là, il faut être capable en croquis de montrer pratiquement ce qu'on va faire. Bien sûr, il y a des différences parce qu'il y a les surprises qu'on va avoir en route. Donc là, j'allais dire, c'est plus entre guillemets simple dans le processus puisque on signe pour une œuvre qui a une forme donnée. Et après, il faut se débrouiller pour arriver au résultat. Dans le cas d'une œuvre que je fais tout seul dans mon coin, il peut y avoir plein de temps différents. C'est-à-dire que je peux, comme celle-ci, la couper un peu, la mettre au carré, puis bon,
faut toujours réfléchir parce qu'il y a des surprises, elle est un peu plus abîmée que prévu. Ou d'autres fois, il y a des sculptures qui se sont faites très rapidement parce que c'est presque comme le coup de foudre entre les êtres humains, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose d'immédiat et on sent ce qu'on va pouvoir faire. Et ben, s'il n'y a pas d'autres surprises, eh ben, on a la forme qu'on avait en tête au départ. Le cas de celle qui est là-bas, elle est quasiment comme le premier petit croquis que j'avais fait, parce qu'il n'y avait pas de défaut, pas de trou pourri. Et du coup, bah, il y avait de quoi faire vraiment les proportions que j'avais choisies et tout ça. Donc voilà, les processus ils peuvent être très, très variables. Et c'est là qu'il faut que je change de sens. Parce que là j'ai pareil une forme. Il faudra que je sois en haut et que je prenne par en bas maintenant, mais on va pas le faire comme ça tout de suite parce que pour l'image ça ferait bizarre. Parce que là, jusque là, ça suit bien le fil, donc ça va tout seul. Parce que normalement, c'est pas trop agressif, c'est vraiment fait pour décoller, comme si on fendait le bois. Et là, elle a tendance à rentrer parce que le fil est trop. Comme c'est plein de nœuds, mais je vais en refaire encore un petit peu par là. Mais si je monte trop, ça va rentrer. Et là, on peut y aller tout doucement. Dès qu'il y a un petit bout qui dépasse, on repasse une fois. Et on se refait une surface entre guillemets plane pour nous ramener là où on était. Si on n'était pas assez profond, on revient plus profond. L'œuvre de Montméran, c'est pas très, c'est peut-être la moins classique. C'est que j'ai vu ce cèdre qui avait été coupé très haut, et comme ayant déjà sculpté d'autres souches, elle m'a vraiment, par ses dimensions, 1,20 m de diamètre, elle m'a intéressé. Et donc là, j'ai contacté la mairie en disant que j'étais sculpteur et que je pouvais la transformer. Et il se trouve que la mairie cherchait justement un sculpteur pour s'occuper du cèdre, un cèdre lyre qui devait être bicentenaire et qui était quelque part un peu l'emblème du village. Et il se trouve qu'il n'est pas bicentenaire parce qu'il a été coupé, il avait 152 ans.
Mais voilà, il reste que tout le monde était accroché à cet arbre et que c'est pour ça qu'il avait été coupé haut pour en faire quelque chose. Alors, je pense que dans la tête de beaucoup de gens, c'était plus une sculpture figurative. Euh, et c'est vrai qu'en interviewant les gens avant de commencer, j'ai bien senti qu'il y en a quelques-uns qui pensaient à la tête de bélier parce que c'était l'emblème aussi, une autre emblème de Montméran. Enfin bon, il y a eu comme ça, il y avait des idées. Et moi, j'ai commencé à proposer des totems, plusieurs formes possibles, mais avec une grosse masse parce ça faisait 2,20 m de haut et 1,20 m de diamètre, donc c'était déjà pas quelque chose de très fin, ça aurait été dommage. Et j'ai assisté à une soirée à Montméran qui s'appelle le Café du patrimoine, où on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient de mes quelques premières idées. Et comme ça, j'ai pu avancer. Et donc, j'ai proposé, sur le principe du totem, un gros totem avec un trône en haut pour les enfants, parce que cette sculpture borde le petit square qui venait juste d'être aménagé pour les enfants. Du coup, ça faisait le complément du square, c'est-à-dire que les plus malins des petits, hein, parce que pour un grand c'est facile, mais les plus malins montent là-haut et crient, observent les autres en criant c'est moi le roi, parce qu'il est vraiment sur un trône et en altitude. Donc voilà, et ça fonctionne vraiment comme ça. Et donc, pour en revenir au processus, donc j'ai proposé ça, la mairie a accepté. On a eu 3-4 réunions pour savoir un petit peu ce que j'allais faire, mais l'idée du totem leur a plu assez rapidement. Et apparemment, ça plaît beaucoup aux enfants aussi. Et voilà. Alors, à Montméran, c'est presque essentiellement à la tronçonneuse, c'est-à-dire que j'ai mis au carré à la tronçonneuse, j'ai coupé en hauteur à la tronçonneuse, la même que ça, mais avec une coupe de 90 cm. Et, et j'ai fait, dans le même principe que les totems habituels, j'ai fait des rainures horizontales, des rainures verticales, mais tout à la tronçonneuse. Et j'ai fait un peu de lissage entre guillemets avec une herminette, c'est une pioche que j'ai transformée en herminette. Et puis très peu de rabots à des endroits un peu difficiles d'accès, c'est le rabot. Mais sinon c'est la hache, la herminette et essentiellement la tronçonneuse. Alors que sur les autres, il y a un travail de finition à la gouge, tout ça que j'ai pas fait à Montméran. C'était vraiment, l'idée c'était de rester un peu comme le bûcheron, quoi, avec la tronçonneuse et puis montrer, en tout cas faire le maximum avec la tronçonneuse, y compris les petites rainures. Sur beaucoup de pièces, c'est soit à la gouge, mais par exemple de faire une grande surface plate à la gouge qui est un outil qui fait des arrondis. C'est tous ces problèmes un peu techniques qui m'intéressent aussi. Bon, je ne veux pas dire que j'aime la difficulté, c'est pas ça. C'est l'idée de rendre presque évidente une forme alors qu'elle n'est pas si simple que ça à obtenir, quoi. Effectivement, de voir un beau carré bien droit, c'est pas très surprenant finalement, on en voit beaucoup dans la fabrication humaine, mais quand on sait que l'arbre au début il était comme ça et puis qu'à la fin on se retrouve avec une petite pièce bien droite, ça m'intéresse. Alors il y a ce côté, la verticalité, il y a la verticalité mais avec de temps en temps quand même la petite opposition qui fait qu'on voit mieux la verticale. Et puis il y a beaucoup la matière. Est-ce que c'est très lisse? Est-ce que c'est un grain? Est-ce que c'est tout ce que l'arbre peut donner? Ça c'est intéressant. Effectivement, on peut dire qu'il y a des parties, comme l'hippopotame. Là, il y a une partie où on a juste. Je me suis arrêté au cambium parce qu'il avait déjà quelque chose à dire. Et le reste, forcément, il faut que ce soit. Moi, j'ai envie de dire. Et l'autre partie, l'arbre. Donc on est deux en fait, l'arbre et moi. Alors celle du parc Jouvet, c'est à la suite de Montméran. Jean-François Blanc, responsable des jardins à Valence, m'a demandé si je pouvais faire une sculpture au parc Jouvet.
Et bien sûr, ça m'intéressait. Donc on est allé voir l'arbre qui avait déjà été pas mal taillé et qui était malade, un frêne donc. Il fallait le couper pour des raisons de sécurité. Donc il m'a demandé à quelle hauteur j'avais envie jusqu'à quelle hauteur déjà je pouvais travailler et à quelle hauteur j'avais envie de le couper. Et donc on a décidé, donc il était double, donc on a décidé de le couper à peu près à 4 mètres. Et là j'ai proposé 2-3 croquis à la mairie et pareil, ça a été très rapide. Comme ça s'est passé, c'était dans un parc déjà très utilisé pour les photos de mariage, à côté d'un étang. Donc l'idée de ces deux arbres qui deviennent un couple, c'est devenu presque une évidence. Et comme il y a un arbre qui penche légèrement vers l'eau, enfin un arbre ou une partie de l'arbre, mais il s'est avéré plus tard que c'était deux arbres séparés qui se sont collés l'un à l'autre, d'où le nom passion fusionnelle. Et voilà, donc l'idée c'est d'avoir un couple avec la fille qui se tend, qui montre qu'elle a confiance et qui se laisse aller vers l'eau, et le garçon qui la retient en disant t'inquiète pas, je te retiens. Au niveau technique, c'est un peu pareil, donc mise un peu au carré à la tronçonneuse. Certains détails même à la tronçonneuse, les visages qui ne sont pas des visages, mais, parce que ça reste abstrait, mais quand même, sont tout faits à la tronçonneuse. Et après, il y a un côté où j'ai volontairement, avec tous les mêmes outils, hache, herminette, rabot un petit peu, j'ai rendu la surface un peu rugueuse pour qu'elle retienne l'eau, de manière à le faire vieillir plus vite. Donc ça va être gris foncé dans pas longtemps. Et de l'autre côté, côté féminin, donc ça c'est pour le masculin, côté de la fille, je l'ai lissé plus au rabot. Donc taillé à la tronçonneuse et puis lissé au rabot pour qu'il y ait vraiment une différence. Ce n'est pas tant le côté lisse qui m'intéressait, mais c'est une opposition entre les deux. D'un côté très sombre et l'autre côté, l'eau va couler plus facilement et va vieillir moins vite. Un côté qui m'intéresse, c'est de laisser l'arbre, quand je sculpte sur pied en tout cas, dans son état naturel. Et donc je ne vais pas le traiter parce que j'aime pas les produits chimiques. Et l'arbre, dans le cas de Montméran et du parc Jouvet, c'est carrément même, on en a discuté, c'est une volonté, c'est que l'arbre il fait partie de la biodiversité, et plutôt que de le couper et puis qu'il ait disparu complètement, on le laisse un peu plus longtemps, voire même beaucoup plus longtemps, mais il va continuer de nourrir les insectes, éventuellement d'abriter des rongeurs et des oiseaux. Mais disons que pour moi c'est pas gênant. J'aime bien le côté deuxième vie de l'arbre, mais elle n'est pas éternelle non plus, quoi. Si on fait le choix de le faire sur pied, de toute façon, après on est obligé d'accepter cette idée-là. Les gens qui font des sculptures aussi dans des forêts, c'est le même principe, c'est-à-dire que l'arbre il est fait pour avoir cette deuxième vie, mais il n'est pas fait pour durer plus longtemps que ce qu'il aurait duré en étant laissé tel quel. Après, ce que ça me dérange par rapport à une œuvre, globalement, pas tellement, parce que d'abord, j'ai jamais travaillé en pensant à l'intégralité d'une œuvre et au sens que ça pouvait avoir. Je le fais au présent pour le plaisir, et je pense que c'est bien que les œuvres soient là justement au présent pour ce plaisir-là.